Et 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Laurence. On est très content de vous avoir ce soir, ancien ministre de Vous êtes l'Éducation adorable. nationale. Vous publiez aux éditions Glénat 2 BD, Roméo et Juliette, Lancelot, La sagesse des mythes, contes et légendes. C'est vraiment une collection absolument magnifique que vous suivez depuis des années. Les grandes histoires d'amour aussi de la mythologie grecque. On en parlera dans un instant. Mais je sais que vous y êtes très attaché et c'est extrêmement important pour nos petits d'apprendre les mythes, les contes et légendes. Et justement, on est en ce jour de rentrée scolaire, mon cher Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, avec une rentrée qui a été marquée par la problématique de l'abaya. Oui. On va écouter, si vous le voulez bien, pour commencer, deux jeunes filles qui ont fait leur rentrée ce matin, qui sont venues avec ce vêtement et qui se sont vues refuser l'entrée dans leur classe. Elles ont vraiment discuté avec le personnel enseignant à l'intérieur de l'établissement. On va les entendre avant et après. C'est très intéressant de voir les arguments qu'elles avancent. Et après, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette interdiction décidée par Gabriel Attal. On va prendre l'exemple de vous. Et est-ce que là, il y a un abaya parmi vous? Non. Seulement des robes. C'est des robes. Seulement des robes. C'est des robes. Et là, est-ce qu'on va vous demander de l'enlever pour aller dans l'établissement? On sait pas, franchement, on se pose la question. On n'espère pas quand même. Normalement, non. Oui, j'ai parlé avec la proviseure. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que c'était pas, c'était un peu considéré comme une abaya. Donc, je dois rentrer chez moi. Et là, tu vas aller te changer du coup? Ouais. Et tu vas revenir? Mettre un pantalon, oui. Comment tu te sens? Déçue. Enfin, je pensais que c'était une robe pour moi, c'est tout. Je suis choquée. Je suis choquée qu'on me recale comme ça de ma rentrée juste pour une robe. Qu'on me dise que je suis pas habillée correctement. Ce matin, est-ce que je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit qu'il n'y avait aucun problème avec ma tenue, etc. Je dis que non, en fait. Moi, je trouve que ma tenue, elle est très bien, elle est correcte. Voilà pour ces réactions recueillies par Augustin Donadieu. Luc Ferry, votre réaction? Non, mais les tenues sont correctes, c'est pas une question de correction, c'est une question de signe religieux. C'est la question de l'application de ma loi de mars 2004, une loi pour laquelle je me suis vraiment battu, puisque je me suis battu sur deux fronts, qui étaient à la fois, évidemment, contre l'intrusion de l'islamisme dans les classes. Ce que je voulais, vous savez, c'est très clair, presque que c'était une problématique presque de parents plus que de ministres. Je ne voulais pas que les classes fussent organisées avec d'un côté les catholiques, puis là les juifs, puis là les musulmans, et puis battez-vous. Non. Et puis de l'autre côté, je me suis battu contre les laïcards. Grand Orient de France, aussi, il faut bien le dire, Jack Lang, par exemple, qui voulait qu'on interdise tous les signes religieux, même les petits signes religieux. Et la religion n'est pas scandaleuse et on a le droit d'exprimer une conviction religieuse, mais simplement, il ne faut pas que ce soit agressif et prosélyte. Donc, le problème de l'abaya, c'est que c'est évidemment un signe religieux, ça vient du wahhabisme, ça vient de l'Arabie saoudite et du wahhabisme. Et donc, il est clair que même si ces jeunes filles sont très naïves, elles sont peut-être tout à fait honnêtes et naïves. Quand elles disent ce n'est qu'une robe, c'est très correct. Non, c'est pas une robe. Non, pas du tout. C'est un moyen pour les islamistes de tester la République, de tester l'autorité et la résistance et les réactions de la République. Donc bravo à ce jeune ministre, à Gabriel Attal, d'avoir le courage de ce que Pape Ndiaye n'a évidemment pas fait, mais plus qu'en vérité, il était plutôt d'accord avec ses vêtements religieux. Eh bien, bravo à Gabriel Attal d'avoir eu le courage immédiatement de dire non, ça suffit, on applique la loi 2004. Est-ce que vous pensez, comme Florence Bergeau-Blackler, d'ailleurs on va peut-être l'écouter si vous le voulez bien, qui est anthropologue et spécialiste de l'islam, que c'est la démocratie qui est attaquée? On l'écoute et je vous passe la parole. Je pense que ce n'est pas seulement la laïcité qui est attaquée, mais plutôt la démocratie. Nous avons affaire à des mouvements théocratiques qui veulent donc rendre nos sociétés modernes charia-compatibles pour peu à peu les amener à la société islamique mondialisée. Voilà leur projet. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Ça veut dire simplement qu'ils sont en train d'y travailler. Voilà, Luc Ferry. Cette dame a mille fois raison, parce qu'en vérité, ce n'est pas une question de laïcité. Ce que c'est que la laïcité, historiquement, la laïcité, c'est en vérité un rapport à la loi. C'est le moment où, en 1789, on va créer donc l'Assemblée nationale, avec cette idée que la source de la loi, c'est les humains, ce n'est pas le divin. Ce sont des humains qui font la loi, réunis en l'occurrence des représentants du peuple qui sont les parlementaires, qui font la loi à partir de leur volonté et d'un objectif qui est en principe l'intérêt général. C'est ça la laïcité, c'est une rupture
dans la théologie de la loi, si vous voulez, dans ce qu'on appelait le théologico-politique. Donc elle a tout à fait raison, cette dame. En vérité, il s'agit d'une attaque, d'une agression contre la démocratie, il s'agit d'entrisme, pas de séparatisme. On a parlé de séparatisme, la loi, c'est un mauvais mot, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit encore une fois d'entrisme, c'est pas la même chose que le séparatisme, et il s'agit encore une fois de tester la capacité de résistance des autorités républicaines. Donc elle a tout à fait raison. C'est pas seulement une question de laïcité, même pas essentiellement une question de laïcité, c'est une question d'entrisme islamisme, et on voit bien que depuis l'assassinat de Samuel Paty, les agressions contre la laïcité à l'intérieur de l'école, enfin à l'intérieur des établissements scolaires, ont augmenté de 120%. C'est ça le contexte. Et donc dans ce contexte-là, bravo Gabriel Attal de ne pas trembler, de ne pas hésiter, de dire non, on interdit les signes religieux à l'école, c'est la loi de 2004 et il a bien fait. C'est ma loi, elle a été rédigée sur mon bureau, cette loi, par un juriste formidable, hyper intelligent, Henri Peretti, je le cite parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, il a pesé chaque mot et c'est une loi très équilibrée, ce n'est pas une loi anti-religieuse, ce n'est pas une loi anti-musulmane, c'est une loi anti-islamiste. Pas la même chose. C'est important de le préciser. Les professeurs, Luc Ferry, sont très soulagés, les directeurs d'établissement aussi, de cette clarification. Ils en ont besoin parce qu'ils se sentaient un peu abandonnés. Mais évidemment. Et ce qui était très lâche de la part des ministres précédents, c'était de laisser les chefs d'établissement se débrouiller. Et là où Gabriel Attal a 1000 fois raison, c'est qu'il a le courage de dire aux chefs d'établissement, c'est moi qui prends la décision, au lieu de laisser les chefs d'établissement en première ligne, avec tous les risques que ça comporte. Vous savez bien les risques que ça comporte. Ça peut aller jusqu'à la mort de quelqu'un, on l'a vu avec Samuel Paty. Donc c'était évidemment crucial de protéger les chefs d'établissement en prenant la décision au niveau national. Donc, encore une fois, moi, je dis chapeau parce que, voilà, j'ai l'impression que ce ministre, moi, c'est celui que j'attendais depuis 20 ans. Donc, voilà, il fait les dédoublements de CP, de cours préparatoires. Il parle du poids des cartables. Il a dit aujourd'hui qu'il fallait arrêter de charger trop nos enfants. Bon, moi, je crois que je le sais, c'est pas la peine de le cacher, on va se parler, on va se rencontrer, mais voilà, je pense qu'il y a des... Oui, il y aura des choses à faire sur voilà, aussi une question très importante qui est la question de ce que va devenir l'enseignement à l'âge de ChatGPT. Ce que va devenir aussi l'instruction civique à l'âge des réseaux sociaux et des réseaux sociaux extrêmement violents. Bon, donc il y a besoin de refonder complètement les cours d'instruction civique. Ça, c'est un grand sujet. Puis l'enseignement professionnel aussi. Bon, on en parlera, mais en tout cas, le point de départ est excellent. Et puis il n'y a pas que l'abaya. Toutes les mesures qu'il propose vont dans le bon sens. Ouais. Il y a effectivement cette question centrale. Comment est-ce qu'on va enseigner à des élèves qui n'ont qu'à activer sur leur téléphone ChatGPT pour avoir une dissertation en 400 pages. Voilà. Et comment transformer cet instrument qui va devenir de plus en plus génial, car il est vraiment génial, il est incroyable. Bon, comment transformer cet instrument en outil pédagogique ? Je pourrais vous donner des exemples. Vous donnez par exemple une carte postale de Noël, et vous demandez à des enfants de raconter, alors c'est pas ChatGPT, mais c'est pareil, il y a Midjourney ou DALL-E qui sont l'équivalent, mais pour la production d'images. Vous demandez aux enfants de raconter ce qu'ils voient pour que Midjourney ou DALL-E leur sorte une image. Et après, ils comparent avec la carte postale. Là, ça va les obliger à s'exprimer, à regarder, à corriger le tir. Ça peut être des exercices pédagogiques extrêmement intéressants. Mais bon, il faut y réfléchir parce que ça va aussi poser des problèmes d'orientation. Il va falloir orienter nos enfants vers des métiers qui ne seront pas trop impactés par l'intelligence artificielle. C'est pas évident. Non. Tête, cœur, main. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main, donc l'intelligence, les relations humaines et le savoir-faire manuel, cuisinier, infirmière, directeur d'hôtel, ça disparaîtra pas. Mais il faut réfléchir à ça dès maintenant, c'est urgent. L'intelligence artificielle ne peut pas faire ces métiers-là, effectivement. Non, et en plus, alors là, je suis pas du tout inquiet parce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un grand prof. Un grand prof, c'est aussi quelqu'un qui a du charme, qui a de la séduction, qui vous fait... Du charisme. Voilà, évidemment. Et donc ça, les ordinateurs savent pas faire. Mais bon, en tout cas, je pense que Gabriel Attal, il est plutôt très bien parti et que c'est ça... Franchement, ça fait une sacrée rupture avec son prédécesseur. Il n'y a évidemment pas que l'abaya dans les problèmes de l'école. Il y a le recrutement des profs. On n'arrive pas à recruter des profs. Bah, évidemment. Il y a le niveau en français et en maths qui baisse pour les élèves. Est-ce qu'il y a des solutions miracles, Luc Ferry, ou pas ? Miracle, non, mais il y a des solutions. Le problème numéro 1 en termes de gestion du système, c'est le recrutement des professeurs. Voilà. Parce qu'on a une baisse de niveau absolument considérable. C'est-à-dire qu'on recrute au CAPES dans certaines disciplines, vraiment... À 5 sur 20 ?
Exactement. En maths, à 5 Oui, sur en 20. maths, en SVT, par exemple, on recrute ce qu'on peut. Voilà. Parce qu'il y a pour 10 postes, 5 ou 3 candidats. Exactement, voilà. Quand j'ai passé la grille de philo, quand j'ai passé le CAPES, je me souviens, on était 2300 candidats, il y avait 35 postes. Bon. C'est ça. Maintenant, Mais c'est l'inverse. voilà, il y a une solution. Alors, je sais qu'elle est difficile à mettre en œuvre, mais elle est faisable. Si j'étais resté 3 mois de plus au ministère, c'est ce que j'allais proposer aux professeurs, c'est d'échanger un horaire plus élevé contre une rémunération beaucoup plus élevée. Voilà, comme en Allemagne. Autrement dit, à la sortie des concours, d'abord, j'aurais fondu CAPES et Agrès, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait 2 concours. Et deuxièmement, j'aurais dit à la sortie des concours, vous pouvez garder le concours actuel, donc avec la rémunération et l'horaire actuel, ou si vous voulez, vous faites 5-6 heures de plus, mais vous serez beaucoup mieux payé. Oui. Voilà, et donc je pense que là, mais il faut le proposer. C'est important de parler de rémunération, mais il y a aussi Oui. la vocation. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne veulent plus être profs? C'est si Alors, je vous compliqué dis de ça, de pourquoi. se mettre devant une école de 30 gamins, Oui. parfois difficile, Oui. et de leur Mais je vous dis enseigner, de leur transmettre quelque chose. Mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est mal payé par rapport au nombre d'études qu'on a faites. Bon, c'est quand même très mal payé par rapport au nombre d'études. Donc la question de la rémunération est quand même cruciale. Il y a les vacances Deuxièmement, scolaires quand même, c'est un avantage. pour Oui, les- mais c'est pas pour ces suffisant fonctionnaires. parce que les professeurs vivent comme des bourgeois, mais avec des salaires de prolétaires. Donc je le dis un peu vite, mais c'est la vérité. C'est exactement ça. Ce sont des bourgeois avec des salaires d'ouvriers. Et c'est ça qui colle pas. Pardon de le dire comme ça, c'est brutal, mais c'est vrai. Pas à peine de tourner autour du pot. Et la deuxième chose, c'est que les enfants sont devenus tellement mal élevés que c'est devenu difficile d'enseigner. Pourquoi voulez-vous que je ne le dise pas? C'est ça. Voilà. Et donc, moi, je ne cesse de dire, l'éducation doit précéder l'enseignement, sinon l'enseignement n'est pas vivable. Et l'éducation se fait dans la famille. Mais évidemment, l'éducation, c'est les parents, les enfants et la sphère familiale. L'enseignement, c'est les profs, les élèves et la sphère publique de l'établissement scolaire. Les mots ont un sens. Parents, enfants, famille, c'est pas prof, sphère publique et élèves. Voilà. Et donc, si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, l'enseignement est devenu impossible. Donc, les profs, mal payés, pas très reconnus et maltraités par des élèves et souvent par les parents qui, quand les parents viennent pour engueuler les profs, voire pour les taper ou les agresser, et il y a un moment où, voilà, quand vous avez bac plus 5 en mathématiques ou en biologie, ben vous allez aller dans une entreprise. Dans le privé, voilà. Évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc, il faut... Ou dans l'enseignement privé peut-être. Ou dans l'enseignement. Ouf, pas tellement, tant que c'est ça, plutôt ouais. dans une entreprise. Vous allez travailler chez IBM ou chez Google. Bon. Mais là où le problème, c'est que c'est comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut rémunération beaucoup plus importante en échange d'un peu plus d'heures et avec que ce soit offert comme une possibilité d'abord. Et puis ensuite, il y a un problème d'éducation. Donc moi, je suis pour l'école des parents. Oui, vous avez absolument C'est raison. très important. C'était un de mes grands projets quand j'étais là-bas. Là-bas, si on sort un tout petit peu du champ de l'école, il y a un problème d'autorité dans notre Oui. pays, sous Ah bah toutes oui. ses formes. Ah oui. Ce n'est pas qu'à l'école, je pense Oui, partout. évidemment aux policiers et gendarmes, Oui. à l'hôpital où les soignants se font aussi agresser, Oui. les pompiers. Comment on restaure l'autorité dans un pays? C'est pas gagné parce que, contrairement à ce qu'on croit, alors vous savez, le discours de droite camembert habituel, c'est dire mais c'est mai 68. Bon, ça, C'est la chienlit. ça marche toujours. Bon. Non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, la vérité, moi qui suis un libéral, c'est pas un libéral et républicain, je suis un libéral républicain. Mais la vérité, c'est que le capitalisme, Schumpeter a raison, le capitalisme, c'est une logique d'innovation permanente. Le revers de la médaille de l'innovation, c'est la déconstruction de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est patrimonial. Voilà, donc on a vécu un siècle d'innovation radicale au XXe siècle, mais aussi de déconstruction radicale. Or, je le dis très vite, mais c'est l'essentiel en vérité. La maîtrise de la langue et la maîtrise de la civilité, ce sont des pôles patrimoniaux dans l'éducation. Ni vous ni moi n'avons inventé les règles de grammaire. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet est passé avant, zéro créativité. C'est que du patrimonial, c'est que du traditionnel. Quand vous terminez une lettre, monsieur, madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, c'est que du traditionnel. Donc, à la fois la maîtrise de la langue et la maîtrise de la civilité, ou disons par son vieux mot, la politesse, c'est ça qui est passé, qui a été complètement déconstruit au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe Est-ce siècle. que nos dirigeants politiques, Luc Ferry, n'ont pas une responsabilité là-dedans, dans cette déliquescence de l'autorité, dans cette violence qui sourd dans la société? Oui, alors il y a aussi sur le plan politique une difficulté qui est très particulière à la France actuelle, c'est que la France s'est déchirée en 6 courants politiques. Ça ne facilite pas les choses. Vous avez ce qui reste du Parti socialiste, ce qui reste des LR, vous avez les écologistes, vous avez l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre.
6 courants politiques. Ce qui fait que le président de la République, quoi qu'il arrive, si c'était pas Macron, si c'était Fillon, Juppé ou un autre, ce serait pareil, ou si c'était Cazeneuve, ce serait pareil. Il ne représente au mieux que 20% des Français. Il a 80% contre lui. Et donc ces déchirures-là, elles font que dans l'espace politique aussi, on finit par être dans une société de la haine. C'est ce que mon ami Danny Cohn-Bendit dit toujours. Il a raison là-dessus. Chirac disait d'ailleurs déjà la même chose. On est rentré dans la société de la haine, de la déchirure entre les politiques. Et constamment, alors que moi, je suis un vieux gaulliste rocardien. Je pourrais très bien travailler aussi bien avec Védrine qu'avec Juppé. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Les deux me vont très bien. Bon. Mais c'est devenu impossible parce qu'on est dans cette société. Et c'est pour ça que je plaide pour la proportionnelle aujourd'hui. Vous n'avez pas tort. Vous avez fait une tribune dans le Figaro, Oui. Luc Ferry, pour dire que Nicolas Sarkozy avait raison sur sa prise de position qui a été fort critiquée concernant Vladimir Poutine et l'Ukraine. Oui. Vous dites qu'il avait raison. Il a 1000 fois raison, oui. Pourquoi ? Cette guerre est absurde. Parce que je vais vous dire pourquoi. La grande erreur des Ukrainiens, c'est d'avoir voulu, à partir de 2014-2015, au lieu d'appliquer les accords de Minsk, et notamment Minsk II, 2015, avoir voulu régler le problème des séparatistes du Donbass par la guerre, en envoyant notamment le bataillon Azov. C'est un scandale, c'est absurde. Et donc, deuxième grande erreur, c'est de croire que Poutine va quitter la Crimée, qui est à 85% russe. Lisez le petit livre d'Edgar Morin, qui n'est pas un fasciste, par exemple. Il dit, mais voilà, les Ukrainiens ont maltraité les communautés russes du sud de l'Est, et ils ne comprennent pas que la Crimée, elle est russe à 85%. Alors, les gens disent, ah oui, mais ils ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine, qui est en effet indépendante depuis 91. Mais ils ont voté, ces gens-là, pour l'indépendance quand les présidents étaient pro-russes. À partir de la révolution Maïdan, ils sont pro-Kiev, pro-OTAN, pro-américains. Et là où Nicolas Sarkozy a 1000 fois raison, c'est que cette guerre ne va nulle part et que d'autre part, l'Ukraine est en effet un pont entre la Russie et l'Est de l'Ukraine est russe. Voilà, ils parlent russe, les gars, ils ne parlent pas autre chose. Bon. Et puis l'Ouest qui est en effet qui est quasiment polonais et qui est quasiment pro-OTAN et pro-américain. Et donc, vouloir régler ce séparatisme par la guerre était une immense faute. C'est ça que je dis. Et la guerre ne réglera rien. Même si Ce sont les Ukrainiens qui la subissent, évidemment, la guerre. Mais c'est pour ça que je suis désolé pour eux. Et c'est pas les Russes qui subissent la guerre, c'est les Ukrainiens. C'est les Ukrainiens qui... Alors, il y a aussi des soldats russes qui meurent, mais ils sont des soldats. Bon. Mais c'est l'Ukraine qui est dévastée. Et je pense que l'immense responsabilité de Zelensky, c'est de ne pas avoir compris que quand on a un grizzly dans son jardin, on ne fait pas une surprise partie. Je veux dire, on dit que Poutine est un dictateur, et c'est évident que c'est un dictateur. Je ne suis pas pro-Poutine, je suis un démocrate. Poutine est un dictateur, Poutine est un type extrêmement dur, c'est un KGBiste extrêmement dur. Mais il protège les communautés russes, aussi bien d'Ossétie du Sud en Géorgie que de l'Est de l'Ukraine. Et donc, là où, si les Ukrainiens avaient été intelligents, Poroshenko d'abord, Zelensky après, ils auraient proposé à ces séparatistes de Luhansk ou de Donetsk quelque chose comme l'autonomie de la Catalogne. Alors, Luc Ferry, vous êtes aussi là pour parler de ces BD formidables que je conseille à tous les téléspectateurs et auditeurs. Roméo et Juliette, la sagesse des mythes, Lancelot, le chevalier de la charrette. Pourquoi est-ce que c'est important de se réapproprier ces mythes ? Alors j'ai fait la même chose pour la mythologie grecque. Je pars des premières versions par exemple, Roméo et Juliette, c'est pas Shakespeare, c'est Luigi da Porto, par exemple. Personne ne le sait, ou quasiment pas. Je vais faire un Tristan et Isolde, je vais faire un Don Juan. Don Juan, par exemple, le premier Don Juan, c'est pas Molière, c'est Tirso de Molina, voilà, qui est un prêtre catholique espagnol. Vous revenez aux textes originaux. Voilà, je reviens aux textes originaux et je vais faire toute une série. Ça, c'est les premiers. Lancelot, bien sûr. Tristan, bien sûr. Don Juan, bien sûr. Carmen, génial, la nouvelle de Prosper Mérimée. Et à chaque fois, je m'aperçois que, comme pour la mythologie grecque, les premières versions sont bien plus fortes, bien plus puissantes que les versions déridées. Bien plus dures, peut-être. Bien plus et dures porteuses d'enseignement pour aujourd'hui ? Bien sûr, porteuses d'enseignement, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, c'est ces grands mythes de l'amour, parce que ce sont des mythes qui mettent en scène des archétypes de la vie amoureuse. Par exemple, dans Lancelot, comme chez Tristan, avec une question qui va dominer le XIIe siècle, la révolution de la courtoisie. Est-ce que l'amour-passion, Laurence, est compatible avec la vie conjugale ? Vaste question, Luc Ferry. Et vous allez avoir des romans comme Tristan ou comme Lancelot, où l'amour-passion est toujours hors mariage et si possible adultère. Et on trahit même le roi. Et vous aurez des romans de Chrétien de Troyes, comme Yvan et le Chevalier au Lion, par exemple, Yvan et le Chevalier au Lion, où au contraire, l'amour-passion n'est possible que dans le mariage. Et je me suis demandé pourquoi. Passionnant. Vous avez la réponse ? Vous me direz. Non, mais dites-moi, c'est vous qui avez la réponse. Je pense que l'amour-passion... alors, Madame de Lafayette, Montaigne, il y aura tout ça dans la suite des BD, disent que l'amour-passion, la vie conjugale tue toujours l'amour-passion. Pourquoi ? Parce que l'amour-passion a besoin de la distance
Eros a toujours besoin du manque, il a besoin... c'est comme la faim et la soif. On n'aurait aucune envie, aucun plaisir à boire et à manger si on n'avait pas faim et soif. C'est pareil pour Eros. Bon. Et donc, ils disent, voilà, la vie conjugale tue l'amour-passion. Et puis, au contraire, si on a la sagesse de l'amour, si on est capable de préserver la différence, magnifique. Eh bien, on peut faire vivre, au contraire, l'amour-passion dans le mariage. Mais c'est très compliqué et le fait que les divorces se multiplient prouve que c'est pas facile. En tout cas, c'est très beau de terminer cette émission sur la sagesse de l'amour. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'être venu ce soir sur Punchline, Europe 1 et CNews, Roméo et Juliette, Lancelot et les grandes histoires d'amour de la mythologie grecque. Merci d'être venu ce soir. Dans un instant sur Europe 1, Hélène Zélani pour l'information. Et vous avez rendez-vous dans un instant sur CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.